Deux dossiers à suivre dans les prochains temps forts de cette émission. Notre dossier consacré bien sûr au Togo dans la deuxième partie. Comment l'État justement a aidé à la préparation des athlètes togolais. Nous allons voir tout cela en détail d'ici quelques secondes. Et puis les rendez-vous de ce jeudi 11, et puis nous verrons aussi ensemble, nous allons consulter notre agenda. Parmi nos invités, ou notre invité, eh bien, il est Edith Giscard Nono, qui est journaliste camerounais. Rebonsoir Edith, rebonjour. Rebonsoir José. Et puis il y a Sami Mochtabi, notre éditorialiste. Et puis l'autre édito, il est fier d'être à côté de Madame Orline Ekam. Rebonsoir José. Ancienne basketteuse de haut niveau, n'est-ce pas Pauline? Oui. Merci José, cher José. Et puis la question des JO, dans quelle discipline notre continent doit encore faire des efforts ou doit progresser? Vous participez à l'émission, à la question en réagissant sur Facebook ou Twitter. Donc c'est le hashtag Africa24. Et puis pendant toute l'émission, vous pouvez intervenir sur nos réseaux sociaux en intervenant sur jo2016@africa24tv.com. Nous comptons sur vous. Nous allons retrouver maintenant le dossier des JO. Et retour sur les difficiles conditions de préparation des athlètes togolais pour les Jeux Olympiques de Rio. Le Togo ne dispose pas d'équipements respectant les normes internationales, alors, et qui pouvant faciliter aussi les préparatifs des athlètes. Alors, plusieurs disciplines ont fait face à ce problème. On évoque l'insuffisance de moyens financiers. Et Mefa Kofi, correspondante au Togo, a mené l'enquête pour nous. Regardez. Le Togo est parvenu à décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 qui se tiendront du 5 au 21 août prochain. 5 athlètes au total représentent le pays dans 3 disciplines, à savoir la natation, l'aviron et l'athlétisme. Il s'agit de PC Prenam au 100 mètres athlétisme, d'Abla Fabrice 200 mètres athlétisme, Claire Aïvor en aviron, Peba Emerick et Kossi Adjo Rebecca en natation. Sur ces 5 athlètes, seulement une est actuellement au Togo pour préparer cette compétition mondiale dans des conditions assez difficiles selon son entraîneur. Vous voyez l'état de la piscine là. Ici ça fait 3 mètres, 2 mètres 75 et puis là-bas ça fait 1 mètre 30. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait une piscine à profondeur uniforme. Voilà. Et puis l'hôtel même Sarakawa a les mêmes dimensions et les mêmes profondeurs. 2 mètres 10 et puis 1 mètre 40. C'est pas bon. Comme la nageuse Rebecca Kossi, beaucoup d'athlètes dans bien d'autres disciplines font face à des difficultés dans le cadre de leur entraînement. Une situation bien cernée au Comité national olympique du Togo, doté d'un budget estimé insuffisant, 30 millions de francs CFA alloués par l'État. Dans les règles, ce qui est dit, c'est que c'est l'État qui met en place les équipements et c'est le Comité national olympique qui est l'association fêtière de toutes les activités sportives qui se pratiquent au Togo, qui reçoit une délégation de pouvoir des autorités pour pouvoir faire gérer ces sports-là. Donc nous attendons que l'État fasse le premier pas, mais vous savez que nous sommes dans un pays en développement et qu'il y a beaucoup de priorités. Et vous savez aussi que le sport le plus populaire, c'est le football. Quand il est question du football, évidemment, on trouve les moyens. On met les moyens à disposition. Pour le reste, on fait ce qu'on peut. En clair, les actions du Comité national olympique togolais restent limitées. Afin de mieux accompagner les athlètes, ce comité se rabat sur la solidarité du Comité international olympique. Ce dernier octroie des bourses aux meilleurs athlètes togolais. Aussi, la culture du sponsoring par les sociétés est à promouvoir au Togo, comme partout ailleurs en Afrique. Oui, Sami, je vous ai vu regarder avec attention ce sujet. Justement, que pensez-vous, qu'en retenez-vous? Alors, j'ai entendu que le comité olympique togolais ne verse pas beaucoup d'argent, justement. Oui, on le sait, en Afrique, pour un autre sport que le football, c'est très difficile d'exister. C'est plus des petits sports qui essayent de survivre. En voyant ce documentaire, j'ai eu l'image d'un film qui nous a marqué, je pense, de Rasta Rocket, où on voyait les Jamaïcains, des sprinteurs qui s'entraînaient à faire du bobsleigh sur de la terre et tout. Et ça me fait un petit peu penser à ça quand on voit cette jeune sportive qui s'entraîne dans la piscine du plus grand hôtel de Lomé, entraînée par son père. On l'a bien vu, il n'y a pas d'équipement. Elle commence
à 1m40. C'est compliqué et c'est ça qui est frustrant parce qu'on le dit, on est déçu parfois des résultats de nos compatriotes africains, mais c'est frustrant parce qu'on voit avec si peu d'entraînement, ils arrivent déjà à faire bonne figure aux Jeux Olympiques. Donc imaginez avec tout le support logistique, financier qui irait derrière, imaginez les possibilités. C'est ça qui est frustrant. Alors, Edith, le comité olympique donne de l'argent au comité local, au comité national, mais on ne sait pas où passe l'argent. C'est ce que vous avez voulu dire en off ou pas? Oui, bien sûr. Le CIO, le Comité international olympique, a des budgets colossaux annuels et chaque comité national olympique a des subventions annuelles. Bon, le montant exact, je ne me souviens plus, mais je sais que c'est des montants qui sont beaucoup plus que là. Dans le reportage, on a évoqué 50 000 euros, 30 millions de francs CFA. Non, ce sont des montants beaucoup plus colossaux que cela. Malheureusement, après la gestion de ces montants, la répartition, etc., je ne sais pas comment exactement ça fonctionne. Mais je trouve que c'est dommage. Effectivement, il y a un souci de transparence dans tous les comités nationaux olympiques. Surtout en Afrique. Et je pense que Joseph aura beaucoup de choses à dire. Avant de donner la parole à Pauline, vous voulez dire pour conclure? Oui, juste un dernier mot, c'est que ce souci de transparence, il va falloir que certains médias puissent avoir le regard un peu avisé là-dessus, parce que sinon, là, dans ce dossier, on a évoqué des sports mineurs, essentiellement des sports mineurs. C'est ce que j'ai remarqué pour cette nation qu'est le Togo. Je suis désolé, 50 000 euros, c'est vrai que c'est dérisoire, mais si c'est pour une athlète qui fait de la natation, etc., je pense que ça peut être utile à quelque chose, à beaucoup plus que ce qu'on voit. Oui. Bien sûr. Alors moi, Pauline, moi, ce qui m'embête, c'est de voir des athlètes s'entraîner dans des piscines qui ne sont pas couvertes. Bon, vous allez me dire que nous sommes au soleil, oui, non, pourquoi pas? Non, tout à fait. Ouais. Ce qui est pour la discussion, pour la préparation, pour une préparation correcte. Alors, le problème, c'est effectivement, il faut aussi investir dans les infrastructures. C'est très important, des infrastructures aux normes internationales et pas simplement donner des budgets aux athlètes. Et pour rebondir sur ce que dit Edith, en France aussi, les budgets ne sont pas les mêmes en fonction des sports. Les sports mineurs n'ont pas autant de budget que les sports certains majeurs. Et en plus, ça dépend du nombre de licenciés. C'est réparti par rapport à ça. Donc c'est pareil, nous on a des sportifs qui ne touchent pas à grand-chose par le CNOF, et parce qu'ils font partie de ces sports mineurs, quoi. Un lutteur ne va pas toucher autant que ne va pas avoir une bourse aussi importante. Justement, ce matin, je suivais, je crois que c'était le rugby à 7 chez les dames, et c'était... Vous vouliez dire mardi matin. Mardi matin. Oui, j'ai dit ce matin. Oui, mardi matin, voilà. Allez-y, continuez. Oui. Pas mal celle-là. Et effectivement, j'ai remarqué qu'elle disait qu'elle percevait 2 000 euros, parce qu'elles ne sont pas professionnelles en fait, elles sont semi-professionnelles. Et le CNO, effectivement, rajoutait à chacune 500 euros supplémentaires. C'est-à-dire qu'on observe qu'au niveau du CNO français, il y a quand même c'est pas dérisoire, 500 euros par athlète. On peut s'imaginer ce que ça peut être lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Je ne dis pas que c'est exactement les mêmes proportions. Mais je suis désolé, dans la répartition que le CIO fait auprès de ces comités nationaux olympiques, ils sont conscients de cette réalité-là. Ok, Edith, merci. Nous allons voir quelques images maintenant du Togo avant d'enchaîner dans ce magazine, dans cette deuxième partie, avec ce dossier consacré au Togo. Alors, sinon, nous allons retrouver Joseph-Antoine Bell dans quelques secondes. Alors, Joseph, c'est un souci permanent pour certains de nos pays. Alors, concernant la préparation, vous avez entendu pour le Togo, qui avait peu de moyens pour se préparer. L'État n'a pas fait beaucoup d'efforts. Vous pensez que c'est un problème général sur notre continent, Joseph? D'abord, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Commençant par les sportifs eux-mêmes qui se trompent de combat. Parce que lorsqu'à chaque fois ce qui revient, c'est de dire non, si c'est pour le foot, on fait tout. Rappelez-vous, je veux que chaque fois que nous abordons le cas du football dans un pays, on se retrouve que dans ce pays-là, le foot a des problèmes. Alors, lorsque j'entends que des éditeurs, au lieu de se plaindre et de monter leur propre plan, parler du foot qui lui-même ne va pas bien, évidemment, vous ne serez jamais entendu. Donc, moi, je pense qu'il faut apprendre à poser les problèmes. Et peut-être d'ailleurs que s'ils posaient les problèmes tout ensemble en disant on ne s'occupe pas bien du sport, on ne s'occupe pas bien de nous, ce serait beaucoup mieux que de dire on s'occupe du foot et on ne s'occupe pas de nous.
Il n'y a aucun pays où tout le monde gagne la même chose et il n'y a aucune entreprise où tous les salariés ont le même salaire. Il n'y a pas de budget d'entreprise qui soit les mêmes partout. Donc, c'est pas possible. Présentez votre propre projet. Maintenant, quant à ce projet-là, je pense que là où l'Afrique se trompe, c'est qu'elle se réveille toujours au moment de compétition et rêve de gagner tout de suite. Et je voudrais rappeler que le sport, avant d'être celui de compétition, de haute compétition, est d'abord pour s'occuper de tous, de la masse. Or, ce qui se passe généralement en Afrique, c'est que les conditions ne sont jamais mises en place pour que les jeunes et les moins jeunes pratiquent le sport au quotidien dans de meilleures conditions. Et dans cette situation-là, évidemment, vous n'aurez jamais de grands champions pour rivaliser au niveau de la haute compétition. Donc, il ne faut pas croire qu'on se réveille un jour pour préparer les Jeux Olympiques. Quand on dit préparer les Jeux Olympiques, c'est d'abord après avoir atteint un certain niveau que vous préparez les Jeux Olympiques. Mais nous, on n'a pas atteint le niveau quotidien. Et quand arrivent les Jeux Olympiques, on veut gagner une médaille. Ce n'est pas comme ça. Pauline qui est sur le plateau. Justement, elle veut réagir, Joseph. Elle veut réagir à ce que vous dites. Je vous laisse l'écouter. En fait, je n'ai pas très bien entendu. Vous n'avez pas bien entendu. Alors, dans ces conditions, il vous a cité, Joseph. Bonjour, mais Joseph. Malheureusement, vous n'entendez pas bien Joseph, le retour. Alors, oui, le retour, Joseph, continuez. Pardonnez-moi, Joseph. Voilà, donc je disais que dans le cas de Pauline qui est avec vous en studio, elle a dit tout à l'heure qu'elle n'est pas allée aux Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, l'équipe de basket va aux Jeux Olympiques avec l'ambition de remporter une médaille. C'est-à-dire que celle d'aujourd'hui repose sur le travail qui a été fait depuis 80, la prise de conscience qu'il y a eu, le travail qui a été mis en place, ce qui a été fait, a amené 30 ans plus tard une équipe de basket féminine française à rivaliser désormais avec les meilleurs, avec des chances de gagner. Donc on ne peut pas se lever du jour au lendemain et penser que cette fois on va gagner. Et ça n'a pas empêché qu'en France, lorsque Pauline jouait, qu'elle soit reconnue comme une grande joueuse, comme une grande capitaine qui a motivé son équipe, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elles ne sont pas allées aux Jeux Olympiques, mais le travail avait été mis en place et commençait à porter ses fruits. Et les fruits sont là aujourd'hui. C'est valable pour le foot, c'est valable pour d'autres domaines. Donc je crois qu'il faut que les Africains, mais c'est vrai que par ailleurs, ils vont vous dire que tout en Afrique est en situation d'urgence. C'est vrai, mais il faut bien commencer quelque part. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Joseph. Et puis, on se retrouve demain à la même heure sur les antennes d'Africa 24. Il y a eu beaucoup d'éloges à votre égard, hein, Pauline. Malheureusement, vous n'avez pas bien... Là, j'ai entendu cette fois. Oui. Alors, un petit clin d'œil au tennis de table avec une jeune tennis romane égyptienne que nous allons écouter dans quelques secondes. C'est Yousra Abdelazek. Elle nous dit quel pays et quel continent qui domine la discipline. Écoutez-la. Les joueurs chinois sont les meilleurs, ils sont à un niveau plus élevé que le reste de l'Asie. Les Asiatiques sont mieux que le reste du monde, mais les Chinois sont encore mieux, donc ils ont toujours des chances pour remporter l'or et l'argent, même des médailles de bronze. Voilà, juste un petit tour de table si vous voulez réagir. Pourquoi les Asiatiques sont très fortes en tennis de table? C'est leur sport roi. Depuis la nuit des temps, on va dire qu'en tennis de table, ils ont toujours été au top. C'est la nation numéro 1, comme les États-Unis pour le basket. Oui, c'est simplement culturel, ouais, comme le rugby en Nouvelle-Zélande. Et on le voit bien, elles sont même prisées, puisque même la plupart maintenant, des joueurs même occidentaux, européens ou même certains africains, ils sont chinois, ils sont naturalisés chinois. Et ce sont des sparring partners qui sont envoyés par la Chine à travers le monde et qui, au bout d'un moment, prennent la nationalité du pays et on se retrouve avec quasiment que des Chinois. Un Chinois qui est congolais. Ah, oui. Un Congolais, pardon, qui s'appelle Wang. Qui va devenir Jean Ngolo, apparemment, à la suite d'une décision présidentielle. En tout cas, ce sont les rumeurs qui sont en train de naître du côté du Congo. Moi, j'allais rebondir sur la fin de l'analyse de Samir, parce qu'effectivement, je me souviens encore, je regarde des JO malheureusement à la télévision, hein, comme tout le monde, et j'observais, il y avait justement, je crois que c'était hier ou avant-hier,
la France qui s'affrontait avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Deux Chinois. Avec les dates, c'est pour ça. Oui, mais il faut préciser les dates. C'était le 18 au dimanche. Ok, d'accord. Bref, il y avait la France qui s'affrontait avec, je crois que c'était les Pays-Bas, effectivement. Et je voyais deux Asiatiques, je ne comprenais pas. Et on ne cessait pas de dire que la Française et l'Asiatique, je n'avais pas fait attention aux nationalités, en fait. Pour revenir sur le fait qu'elles sont tellement, vraiment talentueuses au point aujourd'hui... C'est les seconds couteaux qui viennent garnir les rangs des autres nations. Voilà. Eh bien, merci. Messieurs et madame, pour ces précisions, c'est la fin de la deuxième partie de cette émission. Regardez bien, nous aurons tout à l'heure l'agenda, mais aussi le programme de ce jeudi 11 mai. Oui, Edith, nous sommes obligés de donner les dates précises. Jeudi 11 août. À tout à l'heure, après la pause.